Legend, le parfum. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette masterclass avec Interparfum et Philippe Santi, son directeur général délégué. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors je vous rappelle, Interparfum est un groupe qui commercialise des parfums, mais qui les commercialise pour l'essentiel de des marques sous licence pour de grands noms comme Montblanc, Jimmy Choo, Coach, Rochas, Lanvin, Karl Lagerfeld, pour ne citer que celle-là. Alors cette masterclass est basée en principe sur les perspectives à 2023, mais Interparfum a relevé une nouvelle fois, et la 4e fois je crois, ses objectifs de chiffre d'affaires pour cette année 2022. Nous allons démarrer par cette fin d'année. Philippe, expliquez-nous pourquoi vous avez une confiance grandissante, parce que déjà fin octobre vous aviez relevé ces perspectives à 2022. Quels sont les fondements de cet optimisme renforcé ? Écoutez, nous sommes sur un marché mondial de la parfumerie qui reste très dynamique. Après une année 2021 en forte croissance, nous avons, il y a à peu près un an, établi un budget d'à peu près 600 millions d'euros et nous l'avons revu à plusieurs reprises parce que la demande est là et surtout la demande pour nos principales marques. Donc nous avons relevé nos objectifs une 4e fois très récemment. Et alors, vous attendez quel chiffre d'affaires du coup cette année parce que je crois que ça fera à peu près une centaine de millions d'euros de plus que l'année dernière ou... Absolument, on est sur une fourchette aujourd'hui de 670 à 680 millions d'euros contre 561, donc une croissance d'environ 20% par rapport à l'an passé. Et alors comment vous expliquez cette croissance ? Parce qu'en début d'année, vous nous parliez de pénurie de flacons, de perturbations dans la logistique aux États-Unis, d'incertitudes aussi peut-être pour le marché américain qui avait été flamboyant l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes face à, comme je le disais, une demande importante, mais surtout, nous avons un manque de visibilité. Nous ne cherchons pas des clients, nous cherchons des produits. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. La supply chain a un certain nombre de contraintes. Les composants sont parfois difficiles à obtenir. Conditionner, avoir des produits finis, là aussi, c'est difficile. Donc nous sommes vraiment dans un flux tendu et dans une composante de production qui est très compliquée. Donc on a besoin de produits pour livrer nos clients qui ne sont pas très bien livrés, alors qu'ils étaient très bien jusqu'en 2019 et dans les années précédentes. Aujourd'hui, on jongle un peu avec tous ces sujets-là. Et comment vous faites pour vous assurer les produits, les flacons, notamment auprès des verriers ? Parce qu'il y a une forte demande, tout le monde s'en plaint. Forte demande. Avez des arguments persuasifs On n'a pas des arguments persuasifs, on a simplement des marques qui fonctionnent bien. On nous demande de confirmer nos commandes de composants très en amont. Aujourd'hui, si nous commandons 100 000 flacons d'une de nos marques, c'est une mise à disposition dans un an. Donc c'est très, 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 très loin. Et donc nous avons besoin d'anticiper l'approvisionnement de ces composants pour après, effectivement, pouvoir livrer rapidement les clients. Mais aujourd'hui, on est très, très en amont. Et pour d'ici à la fin de l'année, donc vous êtes aussi confiant parce qu'on approche de la période de Noël qui est dans moins d'un mois. Vous avez des tendances sur octobre, novembre qui sont aussi encourageantes. Comment ? On a réalisé un très bon mois d'octobre. C'est aussi pour ça qu'on a relevé nos guidance un mois après celles publiées fin octobre. Le 25 octobre, vous les aviez déjà relevées. Donc... Absolument. On a fait un mois d'octobre à plus de 100 millions d'euros. Donc c'est difficile, c'est pas par prudence, même si nous sommes traditionnellement prudents, c'est aussi par manque de visibilité. L'atterrissage de fin d'année, on a un certain nombre de données. Maintenant, la période de Noël est une période quand même importante pour nous. Et vous n'avez pas constaté de ralentissement de la demande, parce qu'on parle beaucoup d'inflation et de pouvoir d'achat, notamment aux États-Unis, qui fait à peu près la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc la demande est toujours là, et sur quoi repose-t-elle ? Presque curieusement, la demande est encore là. Pour vous donner deux, trois chiffres, en 2021, le marché de la beauté aux États-Unis a enregistré une croissance de 40%, mais pas par rapport à 2020, donc par beauté, rapport à 2019. Cosmétiques et parfums. Absolument, cosmétiques, maquillage, maquillage, parfum, l'ensemble du marché de la beauté. 40% de croissance contre 2019, c'est très important. Donc quand, après une année comme ça, vous faites votre budget, est-ce que vous faites un budget à plus 5, à moins 5 ? C'est difficile, difficile d'anticiper. Ça recommande la prudence. Absolument. Or,
Or, ce même marché de la beauté aux États-Unis, en 2022, à fin octobre, on est à plus 14%. Donc, on ne constate pas aujourd'hui de ralentissement de la demande, et surtout pour nos marques qui se comportent très très bien sur ce marché-là, comme sur beaucoup d'autres. Et donc vos marques, principalement aux États-Unis, c'est surtout Jimmy Choo, Coach ou... Absolument. Les trois marques principales du groupe sont les trois marques qui fonctionnent aux États-Unis. Jimmy Choo et Coach sont des marques plutôt anglo-saxonnes. Coach est une marque américaine. Maroquinier américain. Absolument, oui. et Montblanc également. D'accord. Et j'imagine que la vigueur du dollar aussi est une aide, un coup de pouce supplémentaire, notamment peut-être pour compenser une partie de la hausse de vos coûts. Absolument. C'est aussi importante, vous n'êtes pas exemple d'inflation, j'imagine. L'inflation n'est pas un sujet d'aujourd'hui ni d'hier, mais un sujet qui nous préoccupe depuis maintenant de nombreux mois et trimestres. Nous avons, en début d'année 2022, augmenté nos prix de facturation à peu près 5% au début d'année. C'est un impact de 3% sur l'ensemble de l'année pour contrebalancer les effets de cette inflation qui est importante sur nos comptes de 2022. À cela s'ajoute la variation du dollar, puisque la trajectoire nous est très favorable. On passe, pour vous donner deux chiffres, d'une moyenne du dollar à 1,18 en 2021, et on sera à peu près à 1,05 sur l'année 2022. Donc un impact très favorable. C'est un peu plus de la moitié de vos facturations, je crois. C'est un peu plus de la moitié de la facturation de chez Interparfums. Donc ça va nous permettre de contrebalancer l'inflation constatée sur 2022 et que malheureusement aussi on va avoir sur 2023. Et néanmoins, vous devriez dégager une marge opérationnelle record, je crois, pour le groupe, autour de 17%, et qui avait été relevée aussi, me semble-t-il, fin octobre. Absolument. Donc du coup, vous faites plus que compenser la hausse des coûts et des prix de revient, quoi. Absolument. Nous avons en fait un modèle de développement très, très souple, avec beaucoup de coûts variables, un pilotage de l'ensemble des dépenses de publicité et marketing qui se fait mois après mois. On parle à peu près 150 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, et on peut assez rapidement ajuster nos dépenses. Et ce modèle nous permet effectivement de revoir, très souvent à la hausse, en tout cas d'affiner nos prévisions de marge opérationnelle. Et alors, vous avez aussi donc précisé le 22 novembre, quand vous avez relevé à nouveau les objectifs, votre budget pour 2023, comme vous faites tous les ans, fin novembre, vous présentez aux investisseurs vos prévisions, vos perspectives pour l'année suivante. Là, donc, pour l'année 2023, vous attendez quelle croissance, quelle rentabilité, qu'est-ce qui a été présenté ? Alors, pour 2023, là encore, l'exercice est difficile, puisque c'est difficile d'avoir des chiffres précis, même si nous compilons l'ensemble des données de nos clients pour faire nos budgets. Nous avons prévu deux choses. La première, c'est une nouvelle hausse de prix, là encore pour contrebalancer les effets de l'inflation, puisque on voit bien que, par exemple, chez certains de nos partenaires verriers, le coût de l'énergie est très important, et ils arrivent très logiquement et normalement avec des hausses de tarifs importantes. Donc nous avons prévu, là encore, de contrebalancer ou de limiter les effets de l'inflation par une nouvelle hausse de prix qui sera mise en place sur le premier trimestre d'à peu près 5%, là encore, sur l'ensemble de l'année. Et nous avons quand même prévu une croissance organique d'à peu près 5%. Et donc, nous avons prévu un budget entre 710 et 720 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires pour 2023. D'accord. Ouais. Et je crois une marge opérationnelle qui pourrait se maintenir autour des 17%, qui est un niveau qui deviendrait normatif un peu pour le groupe, ou qui restera exceptionnel Je ne vais pas dire que ça restera exceptionnel, puis ça ferait la troisième année qu'on serait sur ce niveau-là, mais là encore, notre modèle de développement... On vient d'années un peu exceptionnelles entre la sortie du Covid, la guerre en Ukraine, enfin... Absolument. Nous avons des enveloppes de coûts fixes qui augmentent moins que l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, partant de là, nous pouvons prévoir des enveloppes de marketing et publicité importantes. À nous de les augmenter, de les réduire en fonction de l'évolution du marché. Ce modèle qui fait que chaque trimestre, on revoit à la fois nos budgets de vente et nos budgets de dépenses, fait qu'on est relativement confiant sur un 17% de marge opérationnelle. Il y a beaucoup d'incertitudes, hein. Il faut bien comprendre aussi. On n'a pas commencé l'année encore. Là, on n'a pas commencé l'année. On nous parle de récession. On voit qu'au niveau de la supply chain, c'est quand même compliqué. Bon, on reste confiant. Pour l'instant, la récession, vous n'en voyez pas la couleur. Non, absolument. On va sortir d'une très belle année 2022. On reste confiant pour la suite. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour 2023. D'accord. Et on n'a pas parlé encore de la guerre en Ukraine, parce que les marchés russes et ukrainiens étaient des débouchés pour vous. Est-ce que vous continuez à avoir un courant d'affaires avec ces pays-là ? Comment ça se passe ? Alors, nous avons décidé très simplement à la fin du mois de février, début mars, de continuer
à soutenir notre partenaire russe, évidemment dans les limites de la réglementation européenne, puisque je le rappelle, produit à moins de 300 €, on peut continuer à fournir notre partenaire russe, qui est un partenaire de très très longue date. C'est quelqu'un que vous connaissez? Oui, c'est un groupe qui est le groupe Kursk, qui est à la fois... Qui a des enseignes de parfumerie, si j'ai bien. Absolument, ils sont à la fois importateurs, ils ont une chaîne qui s'appelle L'Étoile, il y a à peu près 1 millier de magasins, on parle de, je crois, 15 ou 18 000 personnes sur ce réseau. Et nous avions des positions très importantes sur ce marché grâce à des marques comme Lanvin notamment, Montblanc et Jimmy Choo. Et l'idée, ça a été dans un premier temps évidemment de sécuriser notre compte client et d'encaisser ce qui était dans nos comptes au 31 décembre. Ça a été intégralement payé sur le premier semestre et de continuer à partir de là à le livrer à petite vitesse avec des conditions de paiement très réduites, avec un encours très limité. Et on devrait faire entre 15 et 20 millions d'euros sur la Russie en 2022 contre 30 en 2021, avec évidemment. Réduction, ouais. Et en Ukraine, il y a toujours, je crois que vous nous expliquiez le 22 novembre, qu'il y avait toujours certaines parfumeries qui étaient ouvertes. Oui, dans une partie du pays, il continue à y avoir un petit courant d'affaires. Et évidemment, c'est très limité pour les raisons qu'on connaît. Ouais. Et alors en Chine, la Chine est un marché qui était plus pour de soins, voire de maquillage et de soins blanchissants de la peau notamment, que de parfums. C'est un marché qui commence à se développer. Et puis la Chine, avec sa politique zéro Covid, confine, déconfine, reconfine, ça change tout le temps. Est-ce que quel est le poids de la Chine dans votre activité maintenant? Et est-ce que c'était un gros handicap, ces confinements? Est-ce que ça freine votre développement qui était récent, en fait, là-bas? Je pense que c'est provisoire. Jusqu'en 2019, notre activité en Chine, comme vous le soulignez, était plutôt un marché. La Chine était plutôt un marché de soins et de maquillage et pas tellement de parfums. Et il semblerait que la population chinoise ait redécouvert un peu ces produits à partir de là. Et en 2021, on a multiplié notre chiffre d'affaires en Chine par 4. On est passé d'un tout petit chiffre, 5 millions, à pratiquement 20 millions sur ce pays. Et vous attendiez, je crois, qu'autour de 14% cette année du chiffre d'affaires, c'est à peu près ça? 14%, c'est l'Asie globale. C'est l'Asie globale, oui. Ouais. La Chine, donc on avait prévu une augmentation des ventes sur 2022 qui ne se fera pas. On avait un budget à 25 ou 26 millions. On va en faire 18 ou 19, donc quasiment stable par rapport à l'an passé. Tout ça, c'est lié effectivement à ce que vous soulignez avec les différents confinements dans les différentes villes. Je pense que c'est provisoire à partir du moment où la distribution, et il y aura moins de confinement, on va repartir sur des tendances de croissance. On a une marque qui est très connue en Chine, qui est Coach, qui est la marque américaine Coach, absolument. Ouais. Et il y en a une qui devrait aussi bien se passer à partir du moment où on va pouvoir la déployer, c'est Moncler. Alors j'allais y venir justement un peu dans les nouveautés. La croissance de 2023 repose notamment sur des lancements et puis sur la montée en puissance aussi de la marque Moncler, qui était un des projets parmi les plus importants, voire le plus important de 2022. Donc Moncler, c'est la marque de doudoune bien connue. Bien connue. Alors est-ce que le parfum devient bien connu aussi, ou est-ce que ça a l'air un peu lent quand même? Alors, nous, on a une stratégie sur toutes nos marques de construction en prenant le temps d'implémenter les lancements, de trouver une récurrence dans ces ventes. Il faut savoir que sur une marque comme Jimmy Choo ou Montblanc, le réseau de distribution sélectif pour Interparfums, c'est 22 000 points de vente. Sur Moncler, on a tout à fait en parfumerie sélective. De grands magasins. Absolument. En accord avec la marque Moncler, on a décidé de démarrer sur une distribution très sélective. Et quand je dis très sélectif, c'est 2000 points de vente. Donc 2000 d'un côté, 20 000 de l'autre. Donc vous voyez bien que l'assiette de distribution, dans un premier temps, est relativement limitée. Avec l'idée de faire bien, voire très bien par point de vente. Ça prend du temps. On a été un petit peu en retard dans le film qu'on a fait. C'était un produit assez haut de gamme aussi, qui était c'est un produit assez haut de gamme. Plus cher que les autres marques. Absolument, avec un positionnement très haut de gamme, très cohérent avec l'image de la marque. On va rajouter une collection en début d'année 2023. Et pour avoir une offre produit qui soit un peu plus large et sur lequel les distributeurs puissent un peu avoir un choix plus important. Donc, nous, on est très confiants, on continue à faire notre petit bonhomme de chemin et cette implémentation progressive. Et puis, ça va prendre un peu de temps, c'est tout. Oui. Mais je crois que vous disiez que la marque, finalement, n'avait peut-être pas la notoriété attendue en Europe. Et que vous parlez du marché chinois où la marque Moncler est très puissante auprès des consommateurs ou des amateurs de produits de luxe. La marque a une belle notoriété, pas partout dans le monde.
mais en Europe et en Asie, elle est très connue. Elle a 200 points de vente. Maintenant, on n'attend pas les parfums Moncler quand vous connaissez le marché avec des marques aussi prestigieuses que celles qu'on connaît. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut développer une stratégie, une mise en place des produits en prenant son temps. D'accord. Et alors, quels sont les grands lancements prévus pour 2023 ? Je crois que c'est pas mal. Le premier semestre est plus chargé que le second, d'ailleurs, je crois. Oui, alors, on a chaque année beaucoup de lancements entre des lignes nouvelles et des extensions de lignes existantes. C'est tout aussi important et on a à peu près une douzaine de lancements sur les différentes marques du portefeuille, que ça soit pour Van Cleef, pour Montblanc, pour et les pour projets Jimmy Choo. phares, alors ceux qu'il faudra suivre plus particulièrement Les projets phares sont, en tout cas en 2023, sont surtout des extensions de lignes existantes. Il y en a une sur Montclair. Sur Montblanc, pardon. Sur Montblanc, la ligne iconique, c'est Legend, lancée en 2011. Représentée par Zinedine Zidane depuis peu. Mais... Absolument, on vient de changer d'ambassadeur 10 ans après. On a changé et je pense que belle communication en noir et blanc. Le terme Legend, ça s'applique parfaitement à Zinedine Zidane, qui va beaucoup nous aider en termes de reconnaissance. Donc on a une extension sur Legend, on a une extension sur mon Explorer, qui est la deuxième marque de Montblanc. On a dans la collection extraordinaire de Van Cleef en Arpels, on a chaque année 1 ou 2 jus qui nous permettent de développer la marque. On a une extension sur Coach, on a une extension sur Jimmy Choo. On a beaucoup de choses. D'accord. Et alors, vous aviez innové, je crois que c'est cette année ou peut-être l'année précédente, avec Girl chez Rochas, qui était un parfum... qu'est-ce qu'on pourrait dire, éco-conçu, éco-responsable, qui est un peu une nouveauté chez vous. Est-ce que ça a marché d'abord ? Et est-ce que vous avez d'autres projets en ce sens pour cette marque-là ou d'autres marques, puisque les thématiques ESG ont de plus en plus d'importance pour les consommateurs et les investisseurs d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Rochas Girl, pour nous, c'était un laboratoire. Rochas étant une marque qui nous appartient, c'est plus facile de prendre certaines décisions. C'est la seule à peu près d'ailleurs qui vous a... Avec Lanvin, avec les parfums Lanvin, c'est les deux qui nous appartiennent effectivement. Et l'idée, c'était de concevoir un produit sur lequel chacun des composants était le plus éco-responsable. Sur la verrerie, par exemple, 40% de verre recyclé. On ne peut pas faire plus. D'abord, les industriels ne peuvent pas faire plus. Donc on voudrait faire plus que ça ne serait pas possible. On peut faire 15-20%, mais là, on a fait 40%. Du plastique recyclé. Un produit avec 90,25%, j'insiste sur les 25%, de naturalité. Donc de l'alcool de betterave, de l'eau, du néroli, tout ça est important. Je crois que même l'encre aussi, l'encre de l'emballage. Absolument. Et un produit qui est conçu en France aussi. Donc tout ça, pour nous, c'était un laboratoire et ça nous a permis aussi de développer une charte éco-conception qu'on a mis à disposition des équipes marketing en leur suggérant toutes les pistes possibles, en leur expliquant les produits qu'il n'était pas éco-responsable de conserver. C'est pas les ventes de l'année chez Interparfums, mais ça nous donne une tendance et ça nous donne une légitimité pour accentuer ce phénomène lié à l'environnement, évidemment. Et pas seulement chez Rochas, il pourra y avoir d'autres marques. Vous avez, question traditionnelle, parce que vous êtes une société avec une trésorerie nette excédentaire. Je crois qu'elle était d'un peu plus de 60 millions d'euros au 30 juin dernier. Elle avait beaucoup baissé, oui. Oui. Bon, j'imagine qu'elle va remonter d'ici la fin de l'année. Alors, question classique, est-ce qu'il y a des acquisitions à faire, de nouvelles licences ? Est-ce qu'il y a des cibles, d'ailleurs, possibles ? Est-ce qu'il y a toujours des dossiers dans l'air ? Je serais tenté de dire que c'est une recherche permanente et c'est des contacts permanents. Vous pouvez avoir des discussions et puis je vais vous citer l'exemple de Lanvin, même si c'est ancien. On avait eu une discussion et puis c'était rien passé pendant quelques années. Après, on a signé un contrat de licence et puis quelques années après, on a racheté les enregistrements propriété intellectuelle. Donc, il peut y avoir des choses nouvelles demain dont je ne suis pas forcément au courant et puis des conversations qu'on a pu avoir dans le passé qui sont réactivées. On a de la trésorerie, évidemment, dans cette optique.
Si demain on doit verser un droit d'entrée, il peut être conséquent et on a cette trésorerie. Elle a plutôt tendance à baisser en milieu d'année et à remonter en fin d'année. Il y a le versement du dividende. Il y a le versement du dividende au mois de mai, effectivement, mais elle est largement excédentaire. Donc oui, on cherche. Et inversement, il y a des marques qui vont disparaître. Je crois que c'est ST Dupont ou Paul Smith. Les licences ne sont pas forcément renouvelées. Alors, Paul Smith, on a arrêté... Je crois qu'il était un peu sur la sellette. Absolument. Paul Smith, on a arrêté en fin d'année de 2021 d'un commun accord. Ça devenait 1% de notre chiffre d'affaires, donc c'était pas très, très important. Repetto, c'était encore moins, donc on a trouvé un accord pour terminer la licence en milieu d'année, en l'occurrence au mois de septembre. ST Dupont, c'est fin de cette année. Peut-être on rajoutera une année pour pas les laisser tomber non plus. Mais absolument, ça peut être un arbitrage aussi avec des licences qu'on rentre et d'autres qu'on arrête. Absolument. Le portefeuille vit. Absolument. Et les prochaines échéances pour vos grosses licences, donc Montblanc, Jimmy Choo, Coach, elles sont proches ou vous avez encore de la visibilité devant vous? Alors, on a de la visibilité. Sur ces 3 marques, les échéances, c'est 31 décembre 2025 pour Montblanc, 31 décembre 2031 pour Jimmy Choo, on a un peu de temps, et 31 décembre 2026 pour Coach. Donc la prochaine, c'est Montblanc. L'idée, comme on l'a fait déjà dans le passé, on ne va pas attendre le dernier trimestre ou le dernier mois du contrat pour rediscuter avec la marque, puisqu'en plus, il y a des lancements. On a besoin de visibilité. La marque aussi, parfois, a besoin de visibilité. Et ça nous arrivait dans le passé, notamment pour Montblanc, de rajouter 5 ans au contrat initial et de nous redonner un peu de perspective. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, on suit et sur lequel on essaye d'anticiper la chose. Parce que ça va venir assez vite, 2025. Absolument. Oui. Une dernière question pour finir. Vous avez une politique, je crois que les actionnaires individuels apprécient bien, vous en avez beaucoup, vous distribuez des actions gratuites tous les ans, et là vous êtes en train de lancer un comité consultatif des actionnaires. Je crois que vous avez recruté les actionnaires concernés. Comment va-t-il se réunir? Quels sont les projets Alors, on s'est dit que rencontrer nos actionnaires individuels lors de l'Assemblée générale ou lors de présentations, par exemple avec la Fédération des clubs d'actionnaires, c'était pas suffisant et qu'on voulait mettre en place un dialogue un petit peu régulier. Donc on a fait un appel à candidature avant l'été, on a eu une 60aine de réponses et on a donc constitué un comité, 10 actionnaires individuels, 2 actionnaires salariés. C'était important aussi pour nous d'avoir en interne le retour des salariés. Première réunion prévue le 1er décembre pour échanger, pour se présenter, dans quelques jours, pour instituer un dialogue permanent, répondre à leurs questions, leur parler un peu des perspectives. Et ça nous paraissait intéressant en termes de communication. On fait déjà beaucoup de choses, mais on essaye d'en faire encore plus. Et est-ce que le fait que la société soit rentrée dans l'indice SBF 120, ça a accéléré cette décision de créer un comité consultatif, ou vous l'auriez fait de toute façon? On l'aurait fait de toute façon. L'intérêt du SBF 120, c'est que maintenant on rentre dans des échantillons où on parle un peu de nous, avec parfois des performances ou des ratios intéressants sur longue période, puisque c'est ça qui nous distingue aussi de pas mal de sociétés. Ça a augmenté le trading du nombre d'actions journaliers. On est maintenant sur une moyenne de 70 000 titres jour, donc par rapport aux investisseurs institutionnels notamment, c'est intéressant, mais on l'aurait fait de toute façon. Eh bien, merci Philippe, et merci à tous qui nous avez suivis pour cette masterclass. Et nous vous donnons rendez-vous demain mardi au Carousel du Louvre pour l'édition en vrai, en physique de l'Investir Day. Merci, bonne soirée.